Bonsoir à tous. Je m'appelle Léonce Moussavi et je suis formateur francophone du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés ou FPR en sigle. Je suis accompagné de ma collègue Lydia Jarmarez, qui est coordinatrice des services en français du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés. Alors, cette séance a été créée pour fournir des informations sur les mises à jour apportées par IRCC au formulaire de demande et au guide de demande pour les groupes de 5 et les répondants communautaires. Les formulaires et guides mis à jour sont entrés en vigueur le 1er novembre de cette année et sont accessibles au public sur le site web d'IRCC. Si vous n'avez pas encore accédé aux nouvelles ressources, nous vous montrerons dès aujourd'hui comment localiser les formulaires et les guides. Et à présent, qu'est-ce que nous faisons? Le mandat du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés est de fournir l'information et la formation, ainsi que donner des ressources sur tous les aspects du parrainage privé des réfugiés. Notre public cible, ce sont les groupes qui parrainent ou envisagent de parrainer des réfugiés, ainsi que toute autre personne au Canada qui s'intéresse au parrainage privé des réfugiés. On soutient les groupes de parrainage de plusieurs façons différentes, comme en offrant des ateliers et des webinaires en virtuel ou en présentiel sur plusieurs sujets différents concernant le parrainage des réfugiés, dont les exigences du programme et le contenu du dossier de demande, ainsi que les obligations des groupes de parrainage et la transition à la vie après le parrainage. Nous offrons aussi des cours de formation en ligne pour celles ou ceux qui veulent approfondir leur connaissance du programme de parrainage privé des réfugiés. Alors, ces cours s'adressent à différents publics. Notre cours d'introduction est pour le grand public, mais nous allons aussi bientôt lancer un cours pour les conseillères et conseillers d'établissement. C'est également nous qui faisons le cours obligatoire pour les organismes qui présentent leur candidature pour devenir un signataire d'entente de parrainage. Nous créons aussi des ressources et des outils pour aider les parrains à s'acquitter de leurs obligations, comme par exemple, on a conçu un outil calculateur du soutien financier pour que les parrains puissent facilement calculer correctement le soutien financier qu'ils doivent fournir aux personnes parrainées. On diffuse des renseignements et des mises à jour sur le programme de parrainage privé des réfugiés au nom du RCC auprès de la communauté de parrainage au moyen de notre liste de diffusion. Et notre site web se veut une personne complète, plutôt une ressource complète, comportant des fiches d'information, des webinaires enregistrés et des documents d'IRCC sur le programme. Le gros, disons que vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et YouTube. Et le gros de notre travail est de répondre aux questions au public sur le programme de parrainage privé des réfugiés, que ce soit par téléphone, courriel ou rendez-vous. On a d'ailleurs récemment inauguré notre ligne d'aide dont le numéro va s'afficher. Voilà le numéro, dont le numéro est là. Et vous pouvez appeler de 9h à 19h, heure de l'Est, du lundi au vendredi.
Et nos formateurs aident les groupes de parrainage pour préparer leur dossier de demande en y jetant un coup d'œil avant que les parrains soumettent la demande à IRCC pour s'assurer qu'elle est complète et remplie correctement. Et de plus, nous gimmerons les groupes de parrainage avec des réfugiés sélectionnés pour être réinstallés au Canada dans le cadre du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas, disons réfugiés désignés par bureau des visas, voyez l'abréviation. Nous offrons aussi actuellement un service de liaison entre les groupes de parrainage et les services d'établissement. À propos du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, nous sommes un programme national. Mais nous ne formons pas les groupes de parrainage au Québec, puisque cette province a son propre système d'immigration et un programme de formation collective de réfugiés qui est différent du programme fédéral de parrainage privé de réfugiés. Les renseignements qui seront partagés dans cette séance ne s'appliquent donc pas au Québec. Nous appuyons tous les types de groupes de parrainage, à savoir les groupes de 5, les répondants communautaires et les organismes signataires d'entente de parrainage que l'on appelle communément CEP, ainsi que les groupes constitutifs et co-répondants des CEP, qui sont donc les partenaires au CEP. Le programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, c'est-à-dire le ministère fédéral de l'immigration. Il est administré, notre programme, par Catholic Cross Cultural Services, qui est un organisme d'établissement dans le Grand Toronto. Alors, même si notre bureau principal est à Toronto, on a une présence à travers le Canada et nous avons des formateurs dans toutes les provinces, à l'exception du Québec. Nous avons du personnel francophone ou bilingue à Edmonton, Toronto et Ottawa. Vous trouverez les coordonnées de toute notre équipe sur notre site web qui est là, www.rstp, notre cas en français, contactez-nous. Alors, dans la séance d'aujourd'hui, nous allons passer en revue des informations de base sur le programme de parrainage privé des réfugiés. Alors, nous allons examiner le dossier de demande de parrainage et ce qu'il doit contenir. Nous examinerons aussi quelques mises à jour critiques des formulaires de candidature, de demande, de candidature et des guides de demande. Nous parlerons également un peu des vérifications avant l'arrivée, puis nous aurons le temps pour les questions. Alors, dans cette séance, les gens qui ont des questions au début de la session, ils vont les mettre dans la boîte à questions, ce qui va apparaître dans notre boîte. Alors, nous allons vous répondre parce que vous avez conservé vos questions jusqu'à la fin de la séance, répondre à ces questions à la fin. Veuillez écrire vos questions et mettre dans la boîte à questions afin que nous soyons sûrs de ne pas manquer à répondre à votre question. Alors, comme le temps est limité, il y a quelques détails que nous ne pourrons pas aborder lors de cette session particulière. Cependant, nous proposons de nombreuses autres sessions de formation et ressources où vous pourrez trouver des informations à ce sujet. Alors,
nous ne pourrons pas discuter de comment devenir répondant communautaire ou sponsor. Nous ne pourrons pas aussi parler des exigences financières pour le parrainage, mais oui, qui peut parrainer ou toute question spécifique à un cas. Mais si vous avez des questions à ces sujets-là, veuillez consulter nos autres ressources d'information. Nous organisons une série de webinaires qui détaillent tout dans la demande de parrainage au soutien requis une fois les réfugiés arrivés au Canada. Nous produisons un bulletin du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés bi-hebdomadaire, donc en 2 semaines, par 2 semaines, qui contient des réponses aux questions actuelles sur le parrainage et toute information d'actualité. Vous pouvez consulter les ressources sur notre site web ou vous connecter avec notre formateur local, nos formateurs locaux, si vous avez des questions spécifiques à un cas dont vous aimeriez discuter avec lui. Alors, notre programme de parrainage privé des réfugiés est un outil de protection des réfugiés. Les parrains privés ou les répondants communautaires au Canada peuvent présenter une demande pour amener des réfugiés au Canada. Ce programme exige que les répondants communautaires s'engagent à fournir 12 mois de soutien financier et d'établissement aux réfugiés une fois arrivés au Canada. Alors, le parrainage doit être effectué par un groupe. Ce groupe peut être une organisation appelée signataire d'entente de parrainage, CEP, qui est une organisation constituée en société qui a signé une entente avec le gouvernement du Canada pour parrainer des réfugiés. Le CEP peut alors autoriser les groupes constitutifs ou les partenaires de parrainage à parrainer en vertu de l'accord de CEP. Le parrainage peut également être effectué par un groupe de 5, composé de 5 citoyens canadiens ou résidents permanents ou personnes ayant le statut d'Indien. Troisièmement, le parrainage peut être effectué par un répondant communautaire. Répondant communautaire, c'est une organisation, une association, une société. Alors, je disais que le parrainage peut être effectué par un répondant communautaire, une organisation, une association, une société. Alors, les répondants communautaires diffèrent des CEP, en ce sens qu'ils ne détiennent pas d'accord permanent avec le gouvernement du Canada. Les répondants communautaires postulent alors pour chaque parrainage spécifique individuellement. Alors, la séance d'aujourd'hui qui se concentre sur les mises à jour des formulaires et des guides pour les groupes de 5 et les répondants communautaires, c'est ça, cette base de connaissances d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par des informations sur les CEP, ou si vous souhaitez travailler avec les CEP, alors veuillez consulter notre site web pour notre atelier mensuel sur le travail avec les CEP. Vous pouvez considérer le processus de parrainage comme comportant donc 5 étapes. Les 5 étapes sont lesquelles? Il y a, comme vous le voyez sur le tableau, sur l'écran plutôt, il y a la planification. C'est lorsque vous organisez votre groupe de parrainage et que vous découvrez les différentes responsabilités en matière de parrainage. La demande, c'est lorsque vous créez le plan pour fournir un soutien ciblé aux réfugiés que vous souhaitez parrainer
et que vous remplissez le dossier de demande. Alors, avant l'arrivée, lorsque l'ISSC peut demander à votre groupe de parrainage de confirmer vos fonds et vos plans et votre plan d'établissement juste avant le voyage des réfugiés pour se rendre ici au Canada. Alors, le parrainage, dans les 12 mois, il s'effectue sur 12 mois à l'achèvement de votre dossier de parrainage. Et lorsque votre groupe et nouveaux arrivants que vous parrainez planifient et passent du soutien de parrainage à l'indépendance des nouveaux arrivants. Cette étape, c'est l'achèvement. Donc, ça veut dire que vous avez terminé votre processus de parrainage lorsque les parrainés deviennent indépendants. Alors, la formation d'aujourd'hui se concentre sur une petite partie de l'étape 2, qui est l'étape de la demande de parrainage. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il y a un certain nombre de choses que nous ne pourrons pas aborder aujourd'hui. Nous utilisons donc ce graphique pour montrer où se situent des informations d'aujourd'hui dans le processus de parrainage. Nous examinerons ensuite ce qui doit être inclus dans le dossier, soit pour un groupe de 5, soit pour un répondant communautaire. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, un dossier de parrainage, la demande de parrainage comporte deux parties. Il existe une demande de parrainage et une demande de résidence permanente. Ensemble, ils forment le dossier de demande de parrainage d'un réfugié. Il est important de se rappeler que le réfugié à l'étranger est appelé demandeur principal et que les personnes au Canada sont appelées des répondants. Même si tout le monde remplit les documents de parrainage, seul le réfugié à l'étranger est appelé demandeur principal. La partie de demande de parrainage comprend les formulaires et pièces justificatives requis, ainsi qu'un guide très utile que nous examinerons un peu plus tard. La demande de résidence permanente nécessite des formulaires et des pièces justificatives. Ces formulaires et documents sont remplis par le réfugié à l'étranger. Dans le cas où le réfugié n'est pas à mesure de remplir les formulaires à raison du manque d'Internet ou d'accès à un ordinateur, il est possible que quelqu'un au Canada ou à l'étranger l'aide à remplir les formulaires. Alors, on va examiner un peu plus en détail le dossier pour le parrainage pour les groupes de 5 et les répondants communautaires. Pour le groupe de 5, la partie demande de parrainage comprend l'engagement de parrainage et le plan d'établissement essentiel. Ce formulaire est au cœur de la demande de parrainage et comprend des informations détaillées sur le plan du groupe parrain, donc du groupe des répondants communautaires, visant à fournir le soutien requis aux réfugiés pendant 12 mois, pendant les 12 premiers mois de leur séjour au Canada. Chaque répondant du groupe des 5 remplit un formulaire d'évaluation du répondant. Et les répondants qui financent le parrainage remplissent également un formulaire d'évaluation financière. Pour appuyer les plans et les informations contenues dans les formulaires, les répondants doivent fournir des copies de leurs pièces d'identité,
une vérification de leur casier judiciaire et une preuve des fonds qu'ils fournissent pour le parrainage. Tous les formulaires de parrainage sont des documents en PDF. Un groupe de parrainage télécharge les formulaires, les remplit et peut télécharger sur le portail numérique en vue de soumettre l'ensemble du dossier de parrainage. Je disais alors que le réfugié à l'étranger remplit le formulaire de demande générique pour la résidence permanente. Ce formulaire constitue une demande pour venir au Canada. De plus, en tant que réfugié, il remplit dans l'annexe A, qui comprend des informations générales sur le réfugié. Et l'un des changements est que les deux formulaires peuvent désormais être remplis en ligne dans le portail numérique. Il existe également un formulaire obligatoire de l'annexe 2 dans lequel le réfugié est en mesure d'expliquer l'histoire de la façon dont il est devenu réfugié. Ce formulaire n'est pas rempli en ligne, il doit être téléchargé au format PDF, il doit être rempli et téléchargé sur le portail numérique aussi. Alors, pour remplir la partie demande de résidence permanente, les réfugiés doivent fournir des photos. Et lorsqu'ils sont parrainés par un groupe de 5, les réfugiés doivent fournir la preuve de leur statut de réfugié en incluant un document de statut de réfugié. Le cas échéant, les pièces d'identité pour le demandeur principal et les membres de la famille, ils doivent être aussi envoyés comme pièces justificatives. Alors, bien qu'une grande partie du dossier pour un parrainage communautaire soit similaire à celui du groupe de 5, ils ne sont pas exactement les mêmes. Pour les répondants communautaires, la partie demande de parrainage comprend également l'engagement de parrainage et le plan d'aide à l'établissement. Cependant, ce formulaire est légèrement différent car les obligations de parrainage communautaires doivent fournir certaines informations sur leur organisation. Le signataire autorisé du répondant communautaire et tous les co-répondants remplissent le formulaire d'évaluation du répondant. Et les répondants qui fournissent des fonds pour le parrainage remplissent également un formulaire d'évaluation financière. Alors, pour appuyer les plans et les informations contenues dans le formulaire des signataires autorisés, les co-répondants doivent fournir des copies de leurs pièces d'identité, une vérification de leur casier judiciaire et une preuve de fonds. Comme dans le groupe de 5, tous les formulaires de parrainage sont des documents PDF. Un groupe de parrainage télécharge les formulaires, les remplit et peut les télécharger sur un portail numérique en vue de soumettre l'ensemble du dossier. Alors, encore une fois, le formulaire générique et l'annexe A peuvent être remplis directement en ligne via le portail. Et comme pour le parrainage des groupes de 5, les réfugiés parrainés par un groupe communautaire doivent fournir une preuve de leur statut de réfugié en incluant un document de statut de réfugié. Alors, un petit mot avant de passer à l'examen des guides de candidature. Il existe quelques formulaires supplémentaires qu'un groupe de parrainage peut avoir besoin d'utiliser. Ce formulaire, il permet d'avoir une représentation qui aide le réfugié à remplir le formulaire. Ainsi, il existe un formulaire lorsqu'un parrain a besoin d'un représentant pour l'aider dans le parrainage à sa place. Alors, tous ces formulaires supplémentaires dont un groupe de parrains ou de répondants, comme c'est la même chose, ou un demandeur principal, pourrait avoir besoin, il pourrait avoir besoin qui sont répertoriés dans le guide de demande dont nous sommes sur le point de discuter à l'instant. Alors, chaque application dispose d'un guide très détaillé qui accompagne le formulaire.
Il existe un guide pour les groupes de 5, un pour le parrainage, pour les répondants communautaires et pour la demande de résidence permanente des réfugiés. Les guides sont incroyablement utiles car ils doivent décrire comment remplir une demande réussie, une candidature réussie. Ils doivent vous aider à comprendre les changements récents apportés au processus de demande de candidature, vous expliquent comment éviter les erreurs courantes, vous aident à vérifier quels documents sont remplis. Et ceci est important car IRCC ne traitera que les dossiers de demande complets sans documentation qui est manquante. Et ce guide-là, et le guide-là vous aide à comprendre comment gérer le processus après avoir soumis une demande de candidature. Le guide pour les groupes de 5 s'appelle IMM 2200 et contient des informations très spécifiques sur ce que les groupes de 5 doivent faire. De même que le guide pour les répondants communautaires est spécifique aux exigences de la candidature réussie et de soutien pour les organisations de parrainage communautaire, le guide des répondants communautaires porte sur le numéro IMM 2201 et comme le guide pour les groupes de 5, ce guide décrit comment remplir une demande réussie, vous aide à comprendre des changements récents apportés au processus de demande de candidature, vous explique comment éviter les erreurs courantes, vous aide à vérifier les documents qui sont requis pour le parrainage et vous aide à comprendre comment gérer le processus après avoir soumis une candidature. Alors aussi, il existe un guide séparé pour les documents de demande remplis par le réfugié à l'étranger et ce guide porte le numéro IMM 6000. Ce guide contient des informations spécifiquement destinées à aider le réfugié à remplir tous les formulaires requis et répertorie toutes les pièces justificatives. Ce guide aide également le réfugié à savoir comment remplir une candidature qui réussit, à comprendre les changements récents apportés au processus d'une candidature réussie et vérifie les documents qui sont requis. Ce guide explique également qui est admissible à venir au Canada dans le cadre du programme de parrainage privé des réfugiés, ainsi que qui peut être inclus dans un dossier de candidature. Et nous examinerons sous peu qui peut figurer dans une seule candidature. Alors, prenons maintenant une minute pour voir comment naviguer dans ces guides. Ils contiennent beaucoup d'informations et une fois que vous saurez comment trouver ces informations plus facilement, vous pourrez en profiter pleinement. Et donc, pour cela, je voudrais donner la parole à ma collègue Lydia, qui va vous parler sur comment cela se fait. Je passe la parole à Lydia. Je vous remercie. Merci beaucoup, Léonce. Merci de nous avoir présenté le contenu du dossier de demande ainsi que d'avoir présenté l'importance des guides. Donc, j'ai encore quelques remarques à faire sur les guides et sur le contenu du dossier de demande avant de passer aux changements qui ont été introduits le 1er novembre, qui, après tout, c'est le sujet principal de notre séance de ce soir. Mais on veut encore vous donner quelques éléments pour mettre la table, en quelque sorte, par rapport au dossier de demande et au guide de demande de parrainage. Alors, comme Léonce l'a annoncé, Léonce a beaucoup parlé du guide, ou des guides plutôt. Alors, je vais maintenant
vous montrer un exemple d'un des guides, à savoir le guide du groupe de 5. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes déjà pas mal expérimentés en matière de parrainage, ou du moins vous avez déjà commencé à travailler sur votre dossier de demande. Alors, vous connaissez probablement le guide, mais au cas où il y aurait des personnes qui sont un peu plus nouvelles au monde du parrainage de réfugiés, ou au cas où il y aurait des personnes qui n'auraient pas encore consulté la nouvelle version du guide publiée le 1er novembre, on va aller jeter un coup d'œil rapide au guide des groupes de 5. Alors, on va aller rechercher une information précise dans ce guide, et c'est les documents. Donc, les formulaires et les documents qui sont exigés si on fait partie d'un groupe de 5. Alors, je vais quitter la PowerPoint pour aller me rendre sur le web dans le guide des groupes de 5 lui-même. Alors, je vais... vous devriez normalement voir une page web du gouvernement du Canada qui est intitulée « Guide de demande de parrainage privé de réfugiés à l'intention des groupes de 5 ». Donc, c'est l'IMM 2200 dont nous parlait Léonce. Et ce guide, si vous avez déjà commencé à préparer une demande de parrainage, ou si vous avez déjà envoyé une demande de parrainage, vous savez que vous devez vous en servir comme d'une recette ou d'un mode d'emploi pour monter des meubles au moment de préparer votre demande. Vous devez sans cesse aller consulter le guide pour vous assurer de mettre les bons renseignements et de joindre les bons documents et les bons formulaires au guide. Alors, voilà à quoi ressemble le guide depuis le 1er novembre. Au tout début du guide, c'est indiqué que vous pouvez maintenant faire votre demande en ligne par l'entremise du portail de résidence permanente. Alors, on vous le rappelle. Et une caractéristique assez intéressante du guide, c'est que au début, il y a un encadré gris que vous pouvez voir qui commence par le mot « annonce » qui résume les principaux changements au guide depuis le 1er novembre. Donc, si vous travaillez actuellement sur une demande et que vous ne l'avez pas encore fait, ou au moment de commencer à consulter votre demande, consultez cet encadré gris pour voir les principaux points qui ont changé depuis le 1er novembre, mais on va aussi en parler dans quelques minutes dans cette séance. Les changements ne sont pas drastiques, ne vous en faites pas. Mais on va continuer à faire défiler et on va arriver finalement à la partie principale du guide, qui sont les étapes à suivre pour un groupe de 5 pour parrainer un réfugié vivant à l'étranger. Et donc, ces étapes sont les étapes de constitution d'un dossier de demande, mais c'est aussi en quelque sorte la table des matières du guide. Et comme vous pouvez le voir, les différentes étapes ainsi que les sous-parties de chaque étape sont des hyperliens sur lesquels vous pouvez cliquer pour vous rendre directement dans cette partie-là du guide. Alors, le guide, il est très important, il est très complet, mais avouons-le, il est aussi très difficile à lire parce qu'il est tellement complet que jamais personne n'a réussi à le lire d'un seul coup. Alors, il est quand même utile de pouvoir naviguer d'une section à l'autre et de pouvoir vous concentrer à aller directement dans la section qui vous intéresse. Alors nous, pour l'exemple, on fait partie d'un groupe de 5. C'est la première fois qu'on parraine. On ne sait pas trop quels documents et formulaires il faut soumettre. Alors on va consulter le guide pour voir où se trouvent ces renseignements. Donc on voit la première étape, c'est comprendre qui est concerné par une demande de parrainage. La deuxième, donc c'est bien, c'est les définitions, c'est utile, mais nous on sait, on comprend tout ça déjà. Étape 2, vérifier si vous êtes admissible. On a déjà vérifié, on sait que notre groupe de parrainage est constitué de personnes qui sont toutes admissibles au parrainage. Étape 3, assurez-vous que le demandeur principal à l'étranger est admissible au parrainage. On le sait déjà que la personne qu'on veut parrainer est admissible. Et ensuite, on a l'étape 4, liste de contrôle des documents. Et voilà donc la partie qui nous intéresse, qui va nous dire quel formulaire et quel document inclure dans le dossier de demande. Donc, on va cliquer sur le titre de l'étape 4 et ça nous amène directement dans la section du guide qui concerne l'étape 4, c'est la liste de contrôle
des documents. Donc, on va faire défiler, on ne va pas lire tous ces passages-là, mais il faut le faire au moment de préparer une vraie demande. Mais nous, on va tout simplement se concentrer sur la liste des formulaires et des documents. Donc, ça reprend en fait tous les formulaires et les documents que Léonce nous a présentés il y a quelques minutes. Alors, voici les formulaires de demande et documents requis pour l'examen. Il y a d'abord les formulaires de parrainage. Je vais agrandir un peu pour que ce soit plus lisible. On a l'engagement de parrainage et plan d'établissement. Il faut soumettre un seul exemplaire de l'engagement de parrainage par groupe de parrainage et par demande de parrainage. Il y a ensuite l'évaluation du répondant qui doit être remplie et soumis par chaque répondant. Et on a le profil financier pour chaque répondant qui contribue financièrement au parrainage. Ensuite, on a les documents justificatifs qu'il faut également soumettre, dont la preuve de citoyenneté canadienne, de statut d'Indien inscrit ou de résidence permanente, la vérification du casier judiciaire et la preuve de fonds détenus en fiducie. Donc, ça confirme et ça nous rappelle tout ce que Léonce nous a dit il y a quelques minutes. Et ensuite, la deuxième partie, ce sont les formulaires qui doivent être remplis par le demandeur principal réfugié, ainsi que les documents à l'appui du récit du demandeur principal réfugié. Donc, ça comprend le formulaire de demande générique pour le Canada, l'annexe A, antécédent de déclaration, l'annexe 2, réfugié hors Canada, les photos du demandeur principal et des membres de la famille, le document de détermination du statut de réfugié. Et si les personnes parrainées ont des pièces d'identité, elles devraient également en soumettre une copie avec le dossier de demande, mais ça n'est pas obligatoire, ça dépendra de leurs circonstances. Alors voilà la section qu'il faut aller consulter dans le guide pour confirmer les formulaires et les documents justificatifs, et ça vous permet de comprendre en gros comment se servir du guide si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, je vais revenir maintenant dans la présentation PowerPoint pour continuer. Donc, voilà, nous voilà. Et en passant, bien sûr, le guide pour les répondants communautaires, bien qu'il soit différent du guide des groupes de 5, il est structuré exactement de la même façon et on y trouve le même type de renseignements. Et le guide pour les demandeurs réfugiés est également très semblable et est structuré de la même façon avec les différentes étapes et les hyperliens pour se rendre dans une section précise du guide. Alors, puisqu'on parle encore du dossier de demande, je vais juste vous rappeler rapidement qui peut être inclus dans un seul dossier de demande, parce que c'est une question qu'on reçoit très souvent. Est-ce que je peux parrainer mes deux frères ensemble dans le même dossier? Est-ce que je peux parrainer ma sœur et mon cousin dans le même dossier? Alors, les seules personnes qui peuvent être incluses dans un même dossier de demande, c'est les personnes qui cadrent avec le schéma qu'on trouve à l'écran en ce moment. Alors, seul le demandeur principal réfugié et son époux ou conjoint de fait et leurs enfants à charge peuvent être inclus dans un seul dossier de demande. Les enfants à charge, ce sont en général des personnes de moins de 22 ans qui ne sont pas mariées. Et une fois que les enfants ont plus de 22 ans, il faut soumettre une demande distincte pour pouvoir les parrainer. Et toute personne tout autre membre de la famille qui ne correspond pas à une des personnes dans ce schéma ne peut pas être inclus dans le même dossier de demande. Il faut soumettre une demande distincte pour parrainer cette personne. Et inversement, il faut également citer toutes les personnes qui se trouvent sur ce schéma dans un dossier de demande de parrainage. Alors, vous ne pouvez pas, en tant que groupe de parrainage, dire on va seulement parrainer le demandeur principal et un de ses enfants, mais pas son époux et les 3 autres enfants.
il faut que vous soyez en mesure d'accueillir tous les membres de la famille immédiate, qu'ils soient en mesure de voyager au Canada ou pas, ou qu'ils puissent accompagner le demandeur principal au Canada dans un premier temps ou pas. Donc, vous, en tant que groupe de parrainage, vous vous engagez à soutenir la famille immédiate complète. Alors maintenant, on en est finalement arrivé au changement introduit le 1er novembre. Alors le premier changement, je pense que vous allez l'accueillir favorablement. C'est un changement qui vous donne plus d'options. Alors vous pouvez désormais signer numériquement les formulaires. Auparavant, seules les signatures manuscrites étaient acceptées, donc il fallait imprimer tous les formulaires et les faire signer à la main, puis les scanner à nouveau pour pouvoir les soumettre par courriel, alors que maintenant, il est également possible de signer un formulaire directement dans l'ordinateur de façon numérique, soit en tapant votre nom dans le champ de la signature, soit en dessinant une signature, comme c'est le cas dans l'exemple qu'on voit sur la diapositive, ou vous pouvez également télécharger une photo de votre signature sur une feuille de papier et l'insérer dans le formulaire de demande, dans les formulaires de demande. Donc, tous les formulaires peuvent désormais être signés numériquement. Si, par contre, c'est plus facile pour vous d'imprimer les formulaires et de les signer à la main, c'est toujours possible. Alors, vous avez tout simplement plus d'options maintenant. Vous trouverez de plus amples renseignements sur tous les différents types de signatures permis dans les guides. Et si vous n'avez jamais essayé de créer une signature numérique, mais que vous pensez que ça pourrait vous servir, on vous recommande une vidéo sur YouTube qui explique comment signer de façon numérique un formulaire en PDF. Alors, vous pourrez accéder à cette vidéo en cliquant sur le texte souligné dans la dernière partie, dans la dernière puce de cette diapositive. Alors, on va vous envoyer les diapositives, bien sûr, dans un courriel de suivi, et ce lien sera actif. Alors, dès que vous aurez reçu les diapositives, vous pourrez cliquer sur ce lien pour voir cette vidéo, pour apprendre comment signer numériquement un formulaire PDF. Et quelques remarques supplémentaires sur la manipulation des formulaires pour pouvoir les remplir. Alors, ceux d'entre vous qui avaient déjà commencé à remplir vos formulaires ou qui avaient essayé d'ouvrir les formulaires, vous savez que c'est pas évident. En général, quand on essaie de les consulter en ligne, ça ne fonctionne pas. Alors, on va faire dans quelques instants, on va faire une petite démonstration de comment télécharger les formulaires pour que vous puissiez les voir. Mais je tiens donc à vous rappeler que même si vous pouvez maintenant soumettre des demandes par l'entremise du portail numérique, la plupart, seulement 2 formulaires sont intégrés dans le portail. C'est le formulaire de demande générique pour le Canada et l'annexe A, comme Léonce l'a mentionné tout à l'heure, mais tous les autres formulaires sont encore des PDF qu'il faut télécharger, remplir sur l'ordinateur, puis téléverser dans le portail. Alors, ce qu'on recommande de faire, on va le voir dans quelques instants, c'est de télécharger les formulaires sur votre ordinateur, enregistrez-les à un endroit où vous pourrez les retrouver, puis une fois que vous les aurez remplis, enregistrez-les à nouveau sous un nom différent et ce nom devrait correspondre à une convention d'appellation qui est décrite clairement dans les guides de demande. Alors, on va regarder un autre exemple. Maintenant, disons qu'on fait partie d'un répondant communautaire, cette fois-ci, pour cet exemple, et on veut télécharger l'engagement de parrainage et plan d'établissement.
Alors, pour ceux, encore une fois, qui sont un peu nouveaux au monde du parrainage de réfugiés, je vais faire une petite démonstration de comment télécharger, comment trouver et télécharger les formulaires pour que vous puissiez les répondre, les remplir. Alors, je vais encore une fois quitter la PowerPoint pour me rendre sur le web. Et là, vous devriez, dans quelques instants, vous devriez voir là maintenant une page du site web du PFPR intitulée « Les formulaires de demande de parrainage de réfugiés ». Vous pouvez télécharger tous les formulaires à partir de cette page, que ce soit les formulaires du groupe de parrainage ou les formulaires du demandeur principal réfugié. Alors, dans la colonne de gauche, vous avez les formulaires du groupe de parrainage. Dans la colonne de droite, vous avez les formulaires du demandeur d'asile, c'est-à-dire du demandeur principal réfugié. Sachez que vous pouvez également accéder à tous les guides à partir de cette page. Alors, dans la colonne des groupes de parrainage, il faut faire attention, il faut lire attentivement parce que les formulaires et les guides de chaque type de groupe de parrainage se trouvent dans cette colonne. Alors, il faut bien lire pour s'assurer de télécharger le formulaire pour le bon type de groupe de parrainage. Alors, si on regarde dans la colonne de gauche, dans la colonne des groupes de parrainage, on voit que d'abord, il y a pour les signataires d'entente de parrainage. Alors que nous, on est un répondant communautaire. Alors, ça nous intéresse pas, on va continuer à faire défiler. Ensuite, on arrive au formulaire des groupes de 5. Encore une fois, on n'est pas un groupe de 5, on est un répondant communautaire, ça ne nous intéresse pas, on continue. Et puis ensuite, on arrive finalement à la section des répondants communautaires. Donc, vous voyez qu'on peut accéder au guide en dessous, mais on a déjà vu un exemple de guide, alors ça suffit. Mais par contre, on va télécharger l'engagement de parrainage et plan d'établissement des répondants communautaires. Alors, si vous avez déjà essayé ou commencé à remplir un formulaire de demande, vous avez déjà fait l'expérience suivante. Vous avez cliqué sur le lien et vous avez un message qui vous dit que vous n'avez pas la bonne version d'Adobe, alors que ça n'est pas le cas. Vous avez la dernière version, vous devriez être équipé pour pouvoir voir ce formulaire. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous devez faire, c'est d'enregistrer d'abord le formulaire sur votre ordinateur et de l'ouvrir à partir de votre ordinateur. Alors, pour ce faire, on va télécharger le formulaire sur mon ordinateur en cliquant sur la petite flèche dans le coin supérieur droit. Et donc, je vais enregistrer ça à un endroit où je pourrais rapidement trouver ce formulaire pour la démonstration. Je vais le mettre sur le bureau de mon ordinateur et je vais ajouter le nom engagement de parrainage pour bien pouvoir repérer ce document. Alors, je vais sauvegarder ça. Et là, maintenant, je vais aller chercher sur mon ordinateur. Voilà. Maintenant, vous devriez voir le bureau de mon ordinateur avec plein de petites icônes. Alors, je vais cliquer rapidement sur le formulaire en question pour que vous puissiez le voir. Donc, le voilà, voilà l'engagement de parrainage et plan d'établissement des répondants communautaires. Vraiment, la seule façon de les visionner, même pour voir tout simplement les renseignements qu'on vous demande, c'est en les enregistrant sur votre ordinateur. Et disons qu'on a rempli le formulaire et là, on s'apprête à soumettre la demande. Alors, pour préparer le fichier, on va le sauvegarder à nouveau, mais cette fois-ci, on va mettre le nom final du fichier. Alors, disons que notre groupe de parrainage veut se servir du portail pour soumettre la demande. On va donc suivre la convention d'appellation exigée par le portail. Alors, pour ceux qui ont assisté à la séance de mardi dernier, ça sera un petit rappel. Alors, la convention exigée, c'est de mettre le nom du demandeur, suivi d'un tiret, suivi de son prénom, suivi d'un autre tiret, suivi d'une version abrégée du titre. Alors, les détails, ne vous en faites pas, vous les retrouverez dans le guide. Alors, nous, dans notre exemple, notre demandeur principal s'appelle demandeur principal. Et son nom de famille, c'est principal, son prénom, c'est demandeur. Alors, pour enregistrer la version finale du formulaire, on va mettre principal, le nom de famille, donc tiret
et je suis consciente que vous avez sûrement du mal à voir ce que je tape. Alors, je vais en parler à haute voix. Donc, c'est suivi du prénom du demandeur principal, suivi d'un tiret, suivi d'une version abrégée du titre du formulaire, qui dans ce cas-ci est engagement de parrainage. Et on va cliquer sur sauvegarder. Et là, le nom du formulaire aura changé. Voilà, c'était une petite démonstration rapide de comment télécharger et enregistrer les formulaires si jamais vous avez du mal à le faire. Voilà la solution. Alors, on va maintenant revenir dans la PowerPoint pour parler davantage des changements au formulaire. Cette fois-ci, on va se concentrer sur l'engagement de parrainage et plan d'établissement, qui, je le rappelle, est le formulaire le plus important du groupe de parrainage. On va regarder un extrait ou plusieurs extraits, en fait, du formulaire d'engagement de parrainage des groupes de 5, mais les changements dont je vais parler sont les mêmes pour tous les types de groupes de parrainage. Alors, si vous avez déjà commencé à remplir les formulaires de demande d'avant le 1er novembre 2023, ou si vous avez par le passé soumis une demande déjà, vous vous souvenez peut-être que dans le formulaire d'engagement de parrainage, il y avait une section qui s'appelait plan d'établissement, qui comportait 3 questions auxquelles vous deviez donner une réponse assez longue. Ces questions portaient sur le logement, sur les services d'aide aux nouveaux arrivants auxquels allaient avoir recours les personnes que vous parrainez, et sur les besoins supplémentaires des personnes parrainées. Et cette section avec ces 3 questions-là était suivie d'une liste de vérification qui comportait différentes tâches qu'il fallait accomplir pendant l'année de parrainage, et vous deviez distribuer ces tâches parmi les membres du groupe. Alors, ces 2 sections-là ont été fusionnées en quelque sorte dans la nouvelle version des formulaires. Et au lieu de ces 2 sections-là, on a maintenant une très longue version de la liste des vérifications qui est bien plus exhaustive de la version qui se trouvait auparavant dans les formulaires. Et la plupart des questions à développement un peu plus long ont été supprimées. On va voir à quoi ressemble cette liste de vérification maintenant. Elle est, donc je vous ai dit, elle est très longue, je vous préviens, il y aura quelques diapositives sur cette liste de vérification. Elle est maintenant divisée en différentes périodes qui correspondent à différents moments de l'année de parrainage. Alors, comme on peut le voir déjà sur cette diapositive, on voit déjà 3 de ces périodes. On a d'abord les activités favorisant l'établissement qui doivent être effectuées en permanence pendant la durée de la période de parrainage. Donc, c'est des activités qu'il faut faire tout au long du parrainage, comme par exemple veiller au transport des personnes parrainées à leur rendez-vous, ou encore la mise à jour des coordonnées des personnes parrainées auprès d'IRCC, auprès du ministère de l'Immigration, afin que ces personnes puissent recevoir leur carte de résidence permanente. Et ensuite, la deuxième période, c'est la période juste avant l'arrivée des personnes parrainées, au moment où le groupe de parrainage reçoit la transmission du préavis d'arrivée, c'est la notification qui vous dit que les personnes parrainées vont arriver à telle date en passant par tel aéroport. Et à cette période-ci, le formulaire indique que vous devriez, entre autres, penser à l'hébergement des personnes parrainées. Et une autre période citée dans la liste de vérification, c'est à l'arrivée et pendant les 3 premières semaines après l'arrivée des personnes parrainées au Canada. Et ça comprend bien sûr rencontrer les personnes à l'aéroport et les conduire jusqu'à leur destination finale, mais aussi les aider à soumettre une demande pour la carte santé provinciale. Alors, je voudrais revenir sur l'hébergement qui se trouve parmi les activités qui doivent être accomplies juste avant l'arrivée des personnes parrainées. Alors, on ne le voit pas sur cette diapositive, mais si on était
dans le formulaire en ce moment et qu'on cliquait sur la boîte qui se trouve dans la rangée de l'hébergement, il y aurait 3 questions supplémentaires qui apparaîtraient. Alors, les formulaires sont toujours dynamiques, donc différentes questions apparaissent en fonction de vos réponses aux questions précédentes. Alors, pour l'hébergement, on vous demande quand même toujours des renseignements assez détaillés sur le logement que vous prévoyez pour les personnes parrainées. Donc, vous devrez déjà toujours expliquer en détail le logement permanent que vous prévoyez pour les personnes parrainées. Vous devrez donner une adresse si vous connaissez déjà l'adresse à laquelle seront hébergées les personnes parrainées. Si vous n'avez pas encore de plan pour le logement permanent au moment de soumettre la demande, on vous demandera plutôt alors un plan détaillé pour trouver un logement temporaire pendant les premières semaines ou les premiers mois après l'arrivée des personnes parrainées. Et on vous demandera aussi un plan d'urgence pour expliquer ce que vous allez faire si jamais votre première idée pour le logement temporaire ne fonctionnait plus. Alors, il y a encore certains renseignements que vous devez donner en détail, mais en général, ce que vous retrouvez dans cette nouvelle version du plan d'établissement, c'est plutôt une liste de tâches. Et cette liste de tâches porte vraiment sur l'ensemble de l'année de parrainage. Donc, on a vu le début du parrainage dans la diapo précédente. Dans cette diapo-ci, on voit les mois suivants. Donc, il y a aussi des tâches pour les mois 1 à 3 après l'arrivée. Donc, ça comprend, par exemple, mettre en contact les personnes parrainées avec les services d'établissement ou leur donner une orientation sur le système bancaire ou les aider à trouver un médecin de famille et un dentiste. Il y a des activités aussi à accomplir dans les mois 4 à 6 après l'arrivée, dont la recherche d'emploi ou l'inscription au cours de langue. Ainsi que des tâches à effectuer pendant les mois 7 à 9 et les mois 10 à 12 qui essentiellement consistent à veiller à ce que les besoins principaux en matière d'établissement des personnes parrainées soient comblés pour préparer la transition à la vie après le parrainage. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Ces 2 diapos-là vous montrent le principal changement dans le formulaire de l'engagement de parrainage et plan d'établissement. C'est pas affolant. Dans un certain sens, c'est même plus simple, mais ça vous donne une meilleure idée de toutes les tâches qui doivent être accomplies pendant l'année de parrainage et à quel moment le gouvernement s'attend à ce que vous les accomplissiez. Et sachez quand même que vous devez toujours donner des détails sur le logement des personnes parrainées. Cette diapo-ci, elle est encore tirée du nouvel engagement de parrainage et plan d'établissement, mais elle ne représente pas une nouveauté. Donc, c'est la section des estimations des coûts de parrainage qui se trouve vers la fin du formulaire. C'est donc le budget pour l'année de parrainage. Cette section n'a pas vraiment changé. Il y a peut-être quelques mots par-ci, par-là qui ont changé, mais essentiellement, c'est la même chose qu'avant. Mais on vous en parle ce soir tout simplement parce que c'est important et que c'est toujours une question qui préoccupe les groupes de parrainage. Alors, le budget pour l'année de parrainage repose sur 2 piliers. Il y a d'abord les coûts ponctuels de départ. C'est ce que le guide appelle les coûts initiaux. En fait, c'est les coûts d'installation d'une famille dans un nouveau logement, dans une nouvelle communauté. Et il y a également les coûts mensuels permanents pour couvrir les dépenses récurrentes qui se font chaque mois, comme le loyer, bien sûr, les aliments frais et la passe d'autobus. Mais encore une fois, il n'y a pas de changement majeur. Les exigences concernant le soutien financier n'ont pas changé dans cette version du guide ni des formulaires. Et une autre exigence qui n'a pas changé, mais qu'il est toujours utile de rappeler, c'est de parler des preuves de fonds et d'expliquer un peu pourquoi on vous demande les documents qu'on vous demande. Vous devez bien sûr, en expliquant comment vous avez ramassé les fonds pour le parrainage et en soumettant des preuves de fonds, démontrer
à l'agent qui va évaluer la demande que votre groupe dispose de suffisamment de fonds pour soutenir la famille parrainée pendant 1 an, mais vous devez également rassurer l'agent que l'argent pour le parrainage ne vient pas des réfugiés. Et vous allez peut-être trouver ça surprenant, mais c'est que malheureusement, il y a des groupes de parrainage qui essaient d'exploiter des réfugiés et qui leur demandent des fonds en échange d'une promesse de parrainage. Alors, c'est pour ça que tous les groupes de parrainage doivent bien expliquer la provenance des fonds pour rassurer l'agent que c'est bien le groupe de parrainage qui a ramassé tous ces fonds. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de soumettre le plus de documents possible expliquant la provenance des fonds. Donc, on recommande, en particulier pour les groupes qui déposent de l'argent dans un compte bancaire, de bien documenter vos activités de collecte de fonds, de documenter tous les fonds qui pourraient avoir été contribués par un partenaire de parrainage. C'est une consigne qui s'applique aux répondants communautaires qui collaborent avec avec des individus ou avec d'autres organismes qu'on appelle des partenaires de parrainage. On vous recommande également d'obtenir tous les relevés du compte bancaire réservé au parrainage. En fait, ça, c'est pas une recommandation, c'est une exigence. Vous retrouverez cette exigence dans le guide. On vous recommande d'éviter les contributions en espèces, donc d'éviter de ramasser des dons. Si vous avez des amis qui veulent vous aider, mais qui ne font pas officiellement partie du groupe de parrainage, c'est une source acceptable de fonds, mais évitez les dons en espèces parce qu'il est extrêmement difficile de les tracer. Par conséquent, vous aurez du mal à fournir des preuves de tout don qu'on pourrait vous faire en espèces. Donc, demandez plutôt des chèques ou des virements électroniques pour avoir des preuves. Et bien sûr, tout ça, ça se résume au fait que vous devez documenter la provenance des fonds et vous devez soumettre une explication de tous ces points avec des documents à l'appui. Vous trouverez davantage de renseignements sur les documents précis que vous devez soumettre pour prouver que vous avez les fonds suffisants dans l'étape 5 de tous les guides, ainsi que dans l'annexe A des lignes directrices financières de tous les guides. Alors, je vois qu'il y a déjà une main levée. J'ai presque fini. J'ai un grand point supplémentaire à faire. Puis ensuite, on aura du temps pour les questions. Alors, je vous demande encore de patienter quelques minutes seulement. Tous les commentaires qu'on a faits jusqu'à présent portaient sur la demande, sur le dossier de demande de parrainage et sur les guides qui expliquent comment constituer le dossier de demande. Mais il y a quand même un changement important qui se trouve dans le guide depuis le 1er novembre qui concerne l'étape suivante du processus de parrainage, c'est-à-dire l'étape juste avant l'arrivée. Et donc, par conséquent, on va vous en parler maintenant pour que vous soyez au courant de cette nouveauté et que vous soyez préparés. Donc, cette nouveauté, c'est la vérification avant l'arrivée. Ces vérifications existent déjà, elles existaient avant le 1er novembre, mais maintenant le processus a été décrit dans le guide de façon explicite. Et de plus, à partir du 1er janvier 2024, toute demande soumise à partir de cette date-là pourrait être choisie au hasard par le ministère de l'Immigration pour être vérifiée avant l'arrivée des personnes parrainées. Alors, c'est quoi ces vérifications avant l'arrivée? Alors, ce qu'on appelle vérification avant l'arrivée, c'est lorsque, au moment où la personne parrainée se fait inviter à ses examens médicaux ou juste après, donc vers la fin du processus de traitement de la demande et normalement peu de temps avant l'arrivée de la personne parrainée, le ministère de l'Immigration pourrait demander au groupe de parrainage au hasard de démontrer qu'ils sont toujours en mesure de soutenir les personnes parrainées. Et les groupes qui sont choisis au hasard auront 30 jours
pour soumettre les renseignements et les documents qui sont exigés. Alors, si votre demande est choisie au hasard, et j'insiste que c'est au hasard, ça n'est pas quelque chose qui va se produire de façon systématique. Il se pourrait qu'on ne vérifie pas votre dossier avant l'arrivée, mais au cas où, si on vous le demandait, vous devrez fournir une preuve de fonds à nouveau pour montrer que vous disposez toujours de tous les fonds nécessaires pour pouvoir soutenir les personnes parrainées après leur arrivée et que vous avez accès à la totalité de ces fonds juste avant l'arrivée des personnes parrainées. On vous demandera également une mise à jour du plan d'établissement. Donc, le plan d'établissement, on l'a vu, c'est la liste de vérification qui fait partie du formulaire de l'engagement de parrainage et plan d'établissement. Donc, on vous demandera une version mise à jour de ce formulaire pour montrer que vous êtes toujours conscient des besoins des personnes parrainées, que vous êtes toujours en mesure de les combler, d'effectuer les activités qui vont aider la personne parrainée à s'établir. Et on va encore une fois vous demander, au moyen de l'engagement de parrainage et plan d'établissement, de confirmer que tous les membres du groupe se trouvent dans la communauté où vont s'établir les personnes parrainées. Alors, l'objectif de ces vérifications, c'est de s'assurer que le groupe de parrainage est toujours capable et disposé à soutenir les personnes parrainées dans la communauté d'établissement prévue peu de temps avant l'arrivée des personnes parrainées, étant donné que, comme on le sait tous, malheureusement, le temps de traitement des demandes est extrêmement long. Donc, votre situation en tant que groupe de parrainage pourrait avoir changé entre le moment où vous soumettez la demande et entre l'arrivée des personnes parrainées. Donc, ces vérifications avant l'arrivée sont une façon de vérifier que vous avez toujours la capacité de recevoir les personnes parrainées. Merci beaucoup de votre écoute. On a fini de dire tout ce qu'on avait à dire. Alors, on va vous passer la parole. Mais juste avant de vous passer la parole, si jamais vous avez des questions sur un cas précis, on vous demandera plutôt de communiquer avec nous après la séance. Donc, vous pouvez appeler soit notre ligne d'aide au numéro qui est à l'écran, soit vous pourrez aller sur notre site web pour trouver nos adresses de courriel ou l'adresse de courriel d'un formateur qui se trouve dans votre coin.